Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le JT de l'EDJ. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité riche de ce début de semaine. Bonsoir Théo. Bonsoir Victorien, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 26 novembre et au programme de ce journal, la grosse actu de la semaine revient sur le possible retour du service militaire volontaire en France. Du côté local, au Rouret, plusieurs obstacles empêchent l'installation d'un McDonald's et la station d'Isola 2000 va ouvrir plus tôt que prévu. En France, les rythmes scolaires des enfants pourraient être modifiés à l'avenir. A noter qu'un sondage sur l'antisémitisme à l'université fait polémique. À l'international, un plan de paix pourrait rapprocher Ukraine et Russie. La Belgique est au ralenti depuis le début de la semaine après un blocage massif de l'économie. On vous explique cela. Enfin, côté sport, nous allons parler des résultats d'hier soir en Ligue des Champions et notamment de la victoire de l'Olympique de Marseille qui se relance dans la compétition. En tennis, l'Italie a conservé son titre en Coupe Davis. Nous vous expliquerons également pourquoi une enquête a été ouverte dans le cadre du transfert du rugbyman Melvin Jaminet. Cette semaine, notre grosse actualité revient sur une annonce qui pourrait marquer un tournant pour la jeunesse française. Le chef de l'État s'apprête à dévoiler les contours d'un nouveau service militaire volontaire, une transformation majeure du service national universel. Explication avec vous, Théo Guittoni. Et oui, le gouvernement travaille depuis plusieurs mois sur ce projet. Emmanuel Macron a demandé au ministère des Armées de définir un service national volontaire. Une formule présentée comme totalement fondée sur le volontariat. L'exécutif veut former dès 2026 des jeunes de 18 ans et plus au métier de la défense pendant 6 mois. Le ministère délégué aux armées, Alice Ruffo, confirme l'existence de ces travaux. Elle souligne que plusieurs pays européens, comme la Belgique ou l'Allemagne, réfléchissent en parallèle à des formes de services militaires volontaires. Ce programme aurait déjà des premiers contours, notamment sur la durée, la rémunération et les effectifs visés. Et oui, et selon les informations victoriennes de la tribune du dimanche, les volontaires seraient rémunérés entre 800 et 1000 euros par mois, nourris et logés. L'objectif est d'en recruter 3000 dès 2026 pour monter progressivement jusqu'à 50 000 à l'horizon 2035. Il ne s'agit pas d'un retour à la conscription. Emmanuel Macron insiste sur le fait que ces jeunes ne seraient pas envoyés sur des théâtres extérieurs. Ils pourraient en revanche rejoindre des missions de protection comme le dispositif Sentinelle avant éventuellement d'intégrer la réserve militaire. L'idée est de renforcer le lien armée-nation et de susciter des vocations. Et la question revient souvent, pourquoi cette annonce maintenant et pour quels objectifs ? Le contexte international victorien joue clairement. Avec la guerre aux portes de l'Europe, plusieurs gouvernements repensent leur modèle de défense. En France, le CNU n'a jamais vraiment trouvé son public. Ce nouveau service viserait à proposer une formation militaire réelle, à répondre aux besoins des armées et à développer une culture de l'engagement. Selon les estimations officielles, ce dispositif pourrait coûter jusqu'à 2 milliards d'euros par an une fois pleinement déployé. Les annonces précises du président sont attendues dans les prochains jours, mais le cap est posé. Un service militaire volontaire structuré, long et pensé comme une porte d'entrée vers la réserve. Merci Théo. Dans l'actualité locale maintenant, Christian Estrosi a lancé sa campagne pour sa réélection à la mairie de Nice. Son premier meeting était organisé samedi devant 3000 personnes au centre des congrès Océanis. Le maire a dévoilé le nom de sa liste, Tous pour Nice, un maire qui souhaite que l'armée intervienne dans les quartiers de la ville afin de lutter contre le narcotrafic. On en sait plus sur la tentative d'homicide qui a eu lieu dans le centre-ville de Nice. Dimanche, un homme de 36 ans a été blessé par balle sur la place Grimaldi. De nationalité polonaise, son pronostic vital était hier toujours engagé. 5 personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits ont été interpellées. Né entre 1974 et 1988, il s'agit de 2 Français, 2 Polonais et d'un Marocain, précise le parquet de Nice. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide. Lors de ses auditions, le principal mis en cause, un Polonais de 51 ans, a reconnu le tir en indiquant cependant qu'il était accidentel. Les pharmacies azuréennes étaient hier engagées dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Oui Théo, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une opération était organisée dans les Alpes-Maritimes. Des sacs de médicaments en papier ont été distribués dans 100 pharmacies de 39 communes des Alpes-Maritimes. Ils contenaient notamment des numéros d'appel d'urgence et des contacts d'associations en charge des victimes de violences conjugales. À Nice, le marché de Noël ouvre public ce vendredi et jusqu'au 4 janvier 2026. Le village de Noël a été installé dans le jardin Albert Ier et sur la place Masséna. Il sera inauguré ce vendredi à 19h avec le lancement des illuminations. 65 chalets et 70 exposants de la région seront présents pendant plus d'un mois.
Merci Victorien. Un restaurant McDonald's pourrait prochainement s'implanter à proximité d'un collège dans la commune du Rouret, dans les Alpes-Maritimes, un projet qui fait débat et divise les habitants. Céleste Neukelmann. Après les grandes villes, le déploiement des restaurants de la plus grande chaîne de restauration rapide au monde vise désormais les petites villes et zones rurales. Et depuis quelques semaines, les habitants du Rouret ont pris connaissance du projet d'implantation d'un McDonald's. Le problème, c'est qu'il pourrait bientôt ouvrir ses portes à quelques mètres du collège du Pré des Roures, qui accueille 700 élèves au total. Si aujourd'hui 98% d'entre eux mangent à la cantine avec des repas 100% bio, les enseignants et parents d'élèves s'inquiètent pour la santé de leurs enfants autour de repas pris sur le pouce, jugés selon eux plus sucrés, gras et non bio. Mais alors, pourquoi ce terrain en particulier, Céleste ? Eh bien, la commune n'étant pas en capacité de racheter ce terrain privé de 2700 m², les propriétaires l'ont vendu à un constructeur, lui aussi privé, qui a déposé le permis de conduire en juin 2025. Une mauvaise nouvelle pour un nombre de riverains qui appréhendent les nuisances d'un restaurant ouvert tard le soir et 7 jours sur 7. Les habitants avaient lancé une pétition contre l'installation du géant américain intitulée Non à un fast-food au Rouret et a recueilli 3785 signatures. Et qu'en est-il aujourd'hui justement ? Après une motion votée à l'unanimité par le conseil municipal en octobre dernier et face à l'inquiétude des habitants, la mairie a déposé ce 21 novembre un arrêté de refus de permis de construire. C'est donc une manche de gagner pour les habitants, mais les hostilités sont lancées puisque le promoteur semble déterminé à mener à bien ce projet en cas de refus du permis à l'issue de cette motion. Ce dernier a d'ailleurs signalé son intention de saisir le tribunal administratif. Affaire à suivre. Merci Céleste. On s'intéresse maintenant à la station de ski Isola 2000 avec un zoom sur les enjeux du week-end. La neige est là, mais tout n'est pas encore totalement prêt pour cette ouverture anticipée. Maria, vous nous expliquez ce qu'il faut retenir. Il y avait de l'impatience, mais tout de même quelques inquiétudes ces derniers jours à Isola 2000. Le 19 novembre encore, le centre de la station n'avait pas vu un seul flocon de neige depuis près de 3 semaines. Le sol restait totalement dépourvu de neige, un scénario de plus en plus fréquent ces dernières années. Autant dire que l'ouverture prévue le 6 décembre semblait compromise ou du moins très incertaine. Mais finalement tout a basculé en quelques heures, une vague de froid rare a traversé le massif, faisant chuter les températures de manière brutale. Idéal pour le retour tant attendu des précipitations et pour relancer les canons à neige. Ces canons ont enfin pu produire de la neige artificielle dès que les conditions l'ont permis. Donc Maria, cette vague de froid est-elle vraiment positive pour la station ? Eh bien, ce vendredi 21 novembre, c'est un soulagement massif pour Isola. Plus de 40 cm de neige sont tombés en bas des pistes. Une couche suffisante pour que la mairie annonce immédiatement une préouverture qualifiée de surprise. Une semaine plus tôt que prévu, la station accueillera donc le public ce samedi 29 et ce dimanche 30 novembre. 2 jours de glissade inattendue qui devraient ravir les premiers skieurs de la saison. Une immense joie confie la directrice de l'Office du tourisme d'Isola 2000 qui attendait ce feu vert avec impatience. Mais il reste malheureusement un obstacle, l'accès à la station n'est pas très simple en ce moment. Depuis un éboulement survenu le 16 novembre, la route de la Tinée est coupée pour une durée indéterminée. Elle n'est ouverte que 3 fois par jour et uniquement en semaine, pas d'ouverture le dimanche, une contrainte qui pourrait peser sur la fréquentation de cette préouverture et dont les visiteurs devront impérativement tenir compte. Et à part cet accès compliqué, y a-t-il d'autres points d'ombre au sujet de ce week-end d'ouverture ? Pour l'instant, des éléments importants manquent encore, comme les tarifs spéciaux pour ce week-end et le nombre exact de pistes qui seront ouvertes. La station explique être dans l'attente du retour de l'exploitant du domaine skiable qui doit communiquer ces informations dans les prochains jours. Attention, je le rappelle, il ne s'agit bien que d'une préouverture. Le domaine ne sera accessible que durant ces 2 jours. Pour une ouverture en continu comme programmé, il faudra attendre le samedi 6 décembre. C'est également à cette date que la station Oron prévoit d'accueillir ses premiers visiteurs de la saison. Merci Maria. On passe à la page nationale maintenant avec vous Théo Guidoni. L'enquête sur le cambriolage du Louvre avance. Oui, et 4 nouvelles personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur le cambriolage du Louvre qui a eu lieu le 19 octobre. Il s'agit de 2 hommes et 2 femmes, tous de la région parisienne. Elles vont être entendues par les policiers. 4 autres suspects avaient déjà été mis en examen. Pour rappel, l'enquête est menée par la police spécialisée et sous le contrôle des juges.
En politique, les sondages pour la présidentielle de 2027 font déjà parler. Selon un sondage publié hier, Jordan Bardella serait en tête face à tous ses possibles adversaires. Mais les responsables politiques rappellent qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Le casting des candidats n'est pas encore connu et beaucoup de choses peuvent changer d'ici le scrutin. L'accord de franchise entre Auchan et Intermarché redessine la carte des supermarchés français. Oui, et Auchan veut transformer ses 300 supermarchés français en magasins franchisés Intermarché ou Netto. Les magasins resteront la propriété d'Auchan et les salariés garderont leur emploi. Intermarché fournira les produits et la gestion commerciale. Les deux groupes présentent ce projet comme un partenariat gagnant-gagnant. Le gouvernement travaille sur la baisse des prix de l'électricité. L'objectif est de réduire les factures d'environ 10% pour les Français. Par ailleurs, des plaintes ont été déposées contre AliExpress et Joom pour vente de poupées à caractère pédopornographique. Nicolas Sarkozy s'est présenté aujourd'hui devant la Cour de cassation dans l'affaire Big Malion. Et l'ancien président de la République prend acte de sa condamnation définitive à 1 an de prison, dont 6 mois fermes dans l'affaire Big Malion, après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Ses avocats rappellent qu'il n'avait pas connaissance des dépassements de frais de sa campagne, mais la Cour estime que seule sa qualité de candidat suffit pour sa responsabilité pénale. Les centres éducatifs fermés vont être progressivement transformés en foyers d'éducation renforcés. Le syndicat des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse considère cette décision comme une avancée pour les jeunes et les encadrants face aux conditions difficiles et à la violence constatée dans ces structures. Le bonus pour l'achat de véhicules électriques sera maintenu et augmenté en 2026 jusqu'à 5 700 € pour les voitures fabriquées en France et en Europe. Le gouvernement veut ainsi soutenir la voiture électrique et encourager l'investissement dans une énergie propre. Pour finir, au Sénat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale se termine aujourd'hui. Une commission mixte réunissant députés et sénateurs doit ensuite essayer de trouver un accord. Merci Théo. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a présenté cette semaine ses 20 propositions pour réorganiser les journées des élèves. Des idées ambitieuses qui interrogent autant qu'elles séduisent. Léa Canet. C'est un exercice de démocratie participative qui cette fois s'est attaqué à un sujet rarement pensé globalement, le temps de l'enfant. Pendant 6 mois, 130 citoyens tirés au sort ont auditionné des spécialistes et croisé leurs propres expériences pour répondre à une question simple: comment organiser les journées des élèves pour qu'ils apprennent mieux, qu'ils se développent mieux et qu'ils vivent mieux? D'abord, rappelons ce qu'est une convention citoyenne. Eh bien, Victorien, c'est un panel de Français représentatifs tirés au sort qui travaillent comme un mini-parlement et formulent des recommandations. Ici, ils imaginent une refonte globale du rythme scolaire, une semaine de 5 jours pleins dès l'élémentaire, des cours qui commenceraient à 9h pour mieux respecter le rythme biologique des adolescents, des séances plus courtes et un découpage strict de la journée avec les matières théoriques le matin et les activités pratiques l'après-midi. Même les zones d'hiver et de printemps pourraient être réorganisées en passant de 3 à 2 zones. Sur le papier, c'est une vision cohérente centrée sur les besoins des enfants, mais quand on les confronte au terrain, le tableau se complique. Les enseignants, dans leur ensemble, restent très prudents. Ils soulignent l'écart entre le modèle imaginé par les citoyens et les contraintes bien réelles du système éducatif. Emploi du temps déjà saturé, manque de personnel, locaux insuffisants pour accueillir de nouveaux ateliers pratiques et difficultés logistiques énormes si l'on modifie les horaires de tous. Élèves, parents, transports, périscolaires, ils s'inquiètent aussi du risque de voir certaines disciplines reléguées en deuxième partie de journée, ce qui pourrait créer une hiérarchie implicite entre les matières. Quant à la semaine de 5 jours, elle reste un sujet explosif. La dernière tentative en 2013 avait laissé beaucoup de traces et très peu d'acteurs semblent convaincus que les moyens soient parvenus pour y réussir. Et est-ce que ces propositions ont une chance d'être appliquées, Léa ? Eh bien, rien n'est automatique. Comme toujours avec ces conventions, le gouvernement n'est tenu à rien et peut en retenir une partie ou pas du tout. Et maintenant, quelle perspective, Léa ? Eh bien, le rapport va maintenant être remis au gouvernement, mais l'enjeu dépasse largement les seules questions scolaires. C'est la crédibilité même des conventions citoyennes qui se joue. La plus récente, celle sur la fin de vie, en est un bon exemple. Elle avait produit un travail très solide, appelant à ouvrir la voie à une aide active à mourir, tout en renforçant les soins palliatifs. Le gouvernement avait mis du temps à transformer ces recommandations en texte, mais la loi a finalement été adoptée, démontrant que ces conventions peuvent déboucher sur de vraies évolutions, même si le chemin est long. Cela montre bien la nature ambivalente de l'exercice. Les conventions citoyennes nourrissent le débat public, elles posent des jalons, mais leur traduction politique n'est jamais garantie. Toute la question désormais est de savoir si le travail des citoyens sur le temps de l'enfant sera lui aussi suivi des faits.
Parce que repenser les horaires des élèves, ce n'est pas seulement changer un planning, c'est toucher à l'organisation de toute la société. Merci Léa. Depuis la rentrée, plusieurs dizaines d'actes antisémites ont été signalés, comme des groupes WhatsApp où la communauté juive est la cible de propos choquants. Un sondage sur l'antisémitisme a été commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais il fait grand débat. Daniel Colchano, vous nous en disiez plus. Effectivement, Victorien, réalisé par l'IFOP, le sondage suscite de vives critiques de la part des universités qui refusent de partager le sondage au personnel, donc aux enseignants, à l'administratif et aussi à la technique, mais aussi aux étudiants. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui dérange dans ce sondage? Dans un courrier envoyé par France Université, révélé par Le Monde, l'institution dit que l'enquête pose un certain nombre de problèmes dans sa conception et les questions posées. Comme quand vous pensez à l'antisémitisme qui existe en France, diriez-vous que les Juifs ont une part de responsabilité? Ou encore, pensez-vous que globalement les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français? C'est donc la raison pour laquelle les universités ont décidé de ne pas relayer ce sondage, jugeant que le sondage divise de plus en plus et ne résout pas de problème. Et les syndicats, qu'en pensent-ils? Ils étaient furieux et dénoncent même carrément un recensement politique avec certaines réponses qui peuvent tendre à croire qu'un tel appartient à un tel bord politique. Et donc cela pose question sur la légalité de ce sondage. Se pose aussi la question de l'anonymat dans ce sondage. Oui, Victorien, le nom, prénom, l'âge, la région de naissance et même de résidence et même se placer sur le spectre politique est demandé par ce sondage, ce qui peut être problématique sur un tel sujet qui est assez touchy dans le contexte que l'on connaît bien dans le conflit israélo-palestinien. Très bien, merci beaucoup Daniel. Passons désormais à la page internationale avec vous, Victorien, et on commence par le plan de paix proposé par Donald Trump en Ukraine. Oui, les négociations autour du plan de paix porté par le président américain progressent rapidement. Après un week-end de discussion à Genève avec les Européens, les pourparlers se poursuivent à Abu Dhabi. Selon plusieurs médias américains, Volodymyr Zelensky aurait donné son feu vert hier à la dernière version du texte, un texte resserré en 19 points. Les mesures les plus controversées comme l'amnistie générale des actes commis pendant la guerre ou la réduction de l'armée ukrainienne ont été retirées. Washington affiche son optimisme. Les derniers points pourraient être réglés lors d'une prochaine visite du président ukrainien à la Maison-Blanche. Sur le terrain, la guerre continue de faire rage. Des échanges de frappes dans la nuit de lundi à mardi ont causé au moins 7 morts côté ukrainien et au moins 3 côté russe selon les autorités des deux pays. En France, le ministre iranien des Affaires étrangères était aujourd'hui à Paris pour s'entretenir avec son homologue français Jean-Noël Barrot. Deux principaux sujets ont été évoqués. Il y a d'abord la question du nucléaire iranien. Téhéran est invité à une reprise de ses relations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'autre point abordé lors de cette rencontre a trait au sort de Cécile Collère et de Jacques Paris. Les deux ex-otages sont toujours bloqués à l'ambassade de France en Iran. Et au Pakistan, Victorien, les autorités ont démenti avoir mené des frappes en Afghanistan. Oui, Kaboul accuse Islamabad d'avoir tué 10 civils, dont 9 enfants, dans des raids nocturnes. Le Pakistan rejette des accusations, je cite, sans fondement. Ces tensions surviennent au lendemain d'un attentat suicide contre le QG des forces de sécurité pakistanaises dans une province frontalière de l'Afghanistan. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées ces derniers mois. Au Brésil, Jair Bolsonaro a épuisé tous ses recours judiciaires. L'ancien président brésilien fait face à une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. La Cour suprême confirme qu'il devra purger sa peine. L'homme de 70 ans, jusque-là assigné à résidence, avait été placé en détention provisoire samedi en raison d'un risque élevé de fuite. Merci beaucoup Victorien. Côté international, mais pas si loin, un nouveau budget pour la Belgique a été voté dans la nuit de dimanche à lundi. Un budget qualifié d'austère et qui survient dans un contexte de grogne. Des manifestations contre les réformes successives du gouvernement belge se terminent aujourd'hui. Marie, vous revenez sur le pourquoi. En effet, une grève nationale chez nos voisins belges se joue en ce moment. Et pour comprendre cette grogne, il faut revenir un peu en arrière. La Belgique connaît depuis février un nouveau gouvernement fondé par le Premier ministre Bart De Wever. Considéré de centre-droit ou de nationaliste selon les points de vue, il est surtout mis en cause pour ses réformes et pour le vote de ce budget. Un budget dit austère qui s'est tenu dans la nuit de dimanche à lundi et qui entre autres pousserait les Belges à travailler jusqu'à 67 ans et ce d'ici 2027.
La Belgique connaît donc son 3e jour de mobilisation et c'est historique. Ça ne s'était pas vu depuis 1980. Tous les corps de métier semblent concernés, la santé, l'éducation, mais aussi, fait plus rare, la police, à l'appui des syndicats, mais aussi le secteur du privé, ici mobilisé pour dire non aux réformes et à ce budget. Mais alors, de quel budget parle-t-on? Eh bien, on parle d'un effort budgétaire de 9,2 milliards d'euros d'ici 2029. Un effort pour les Belges qui devrait se traduire de plusieurs façons. Si l'âge de départ à la retraite devrait donc reculer, les pensions, elles, pourraient diminuer. Mais pas que. Ce qui fait aussi grincer les dents de certains, c'est la volonté de faire travailler les personnes en arrêt maladie de longue durée. Les ménages belges, de leur côté, ne seraient pas épargnés. Autre fait qui ne fait pas des heureux, leur facture voyage devrait augmenter via la TVA, puisque certains produits seront plus taxés, à commencer par les frais de loisirs. Donc un hôtel, un abonnement de sport pourrait coûter plus cher. Mais ce que la situation belge nous montre, c'est que la France se dirige aussi vers un vote de budget difficile et qui fera assurément grincer des dents. Pour rappel, le dernier budget 2026 présenté à l'Assemblée nationale le 22 novembre dernier a été rejeté. Merci beaucoup Marie. Il est l'heure de la rubrique sport avec Thomas Gourdeos. En tennis, l'Italie a gagné la Coupe Davis. Expliquez-nous ce qu'il faut retenir de la compétition. Oui Théo, d'abord je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de la compétition. Des pays européens jouent des matchs à élimination directe. En premier lieu, 2 joueurs s'affrontent en simple. Si les 2 joueurs du même pays gagnent, l'équipe passe au tour suivant. S'il y a match nul, un match de double est joué pour les départager. La France s'est malheureusement inclinée contre la Belgique en quart de finale. Corentin Moutet et Arthur Hinderknee n'ont pas réussi à amener l'équipe de France plus loin. La finale opposait l'Espagne à l'Italie et c'est l'Italie qui s'est imposée 2-0. Matteo Berrettini et Flavio Cobolli ont gagné tous les 2 leurs matchs, ce qui a permis à l'Italie de ne pas jouer un seul match en double. C'est la 3e victoire consécutive en Coupe Davis pour l'Italie. Et ce week-end, la Ligue 1 était de retour. Où est-ce qu'on est au niveau du suspense dans le championnat ? Le championnat de Ligue 1 est très serré cette année. Nous sommes à la 13e journée de Ligue 1 et seulement 2 points séparent le premier du 3e. Le PSG devance l'OM et Lens au classement. Les 3 clubs ont gagné ce week-end. Le PSG s'est imposé 3-0 face au Havre. L'OM a écrasé Nice 5-1 et Lens a dominé Strasbourg 1-0. Ce week-end, Paris se déplace sur la pelouse de Monaco. Marseille reçoit Toulouse et le RC Lens va à Angers. Les Marseillais et les Lensois doivent impérativement gagner leur match pour mettre la pression à Paris, qui a un match difficile à jouer. Toujours en foot, Marseille s'est imposé en Ligue des Champions hier soir et le PSG joue ce soir. Thomas, où en sont nos clubs français dans les compétitions européennes? En Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille se relance grâce à sa victoire face à Newcastle. Les Marseillais sont provisoirement 19e de la phase de Ligue sur 36 équipes. Les Phocéens étaient menés mais ont marqué 2 buts coup sur coup en début de deuxième mi-temps qui leur ont permis de s'imposer 2-1. Ce soir à 18h45, Monaco affronte un club chypriote et le PSG reçoit Tottenham à 21h. En Europa League, demain à 18h45, Nice se déplace à Porto et Lille reçoit le Dynamo Zagreb. À 21h, Lyon se déplace en Israël pour affronter le Maccabi Tel Aviv et en Conference League, Strasbourg reçoit Crystal Palace. La plupart des clubs français peuvent encore imaginer rejoindre les phases finales. Pour Nice, en revanche, la situation reste compliquée avec 0 points en 4 matchs. Après cette journée de Coupe d'Europe, il ne restera plus que 3 matchs à jouer pour nos équipes françaises. Un mot sur l'affaire Jaminet. Après son transfert vers Toulouse, quelles sanctions possibles? Où en est-on exactement? Je rappelle le contexte. En 2022, Melvin Jaminet a été transféré de Perpignan vers le Stade Toulousain. Le journal L'Équipe a révélé que l'international français a payé lui-même la clause de 450 000 € lui permettant de rallier Toulouse avant le terme du contrat qui le liait au club catalan. Le joueur avait alors réalisé 2 emprunts conséquents, mais le Stade Toulousain a mis plus de 2 ans avant de rembourser le joueur. Le joueur désormais toulonnais a finalement affirmé en septembre 2025 à l'AFP que le remboursement avait été effectué. Cependant, le Stade Toulousain est dans la tourmente, notamment pour avoir dépassé le plafond salarial. Le club risque une sanction financière et sportive. Il pourrait se faire retirer plusieurs points. Affaire à suivre. À présent, Thomas, un record inédit à Rennes. Que s'est-il passé ? Un coureur amateur a réussi son défi, courir plus vite que la ligne B rennaise. Gabriel Anger, 21 ans, avait déjà échoué il y a quelques mois à quelques secondes près. Entre-temps, le jeune homme a continué à s'entraîner et est parvenu à réussir l'exploit en 3 minutes et 22 secondes. La ligne de métro rennaise affiche une moyenne de 36 km/h arrêt compris et une vitesse de pointe de 70 km/h, ce qui démontre l'ampleur de l'exploit réalisé par Gabriel Anger.
Merci beaucoup Thomas. On passe maintenant à la météo avec vous, Victorien. Oui Théo, demain il fera grand soleil dans tout le département. À Nice et Cannes, les températures ne dépasseront pas les 12 degrés l'après-midi. À Antibes, il fera un petit degré de plus. Vendredi, le ciel sera dégagé. Les températures seront similaires à la veille. Le temps sera davantage couvert ce week-end. Le soleil jouera au chat et à la souris avec les nuages. Au plus fort de la journée, il fera 14 degrés à Nice et seulement 5 degrés dans l'arrière-pays. Enfin, la pluie pourrait faire son apparition ce dimanche dans tout le département. Merci beaucoup Victorien. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants sur EDJ Live, vous allez pouvoir suivre la nuit américaine avec Léo Ipamimondi et toute son équipe. Merci à tous nos chroniqueurs, à Baya et Luc à la régie et à notre photographe. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Bonne soirée, à la semaine prochaine.